Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette édition spéciale. Vous le voyez, nous sommes sortis des studios pour nous rendre au cœur du Mondial Football Montaigu, l'événement qui accueille le Mondial des moins de 16 ans bien sûr, mais également le challenge des clubs. Alors nous allons y revenir tout au long de ce journal, mais avant ça, découvrons le reste de l'actualité de ce vendredi 3 avril. La France manque de donneurs de moelle osseuse à l'occasion de la Semaine nationale de la mobilisation. C'est donc l'occasion de sensibiliser la population. Rencontre dans ce journal avec deux jeunes. L'un a pu bénéficier d'un don, l'autre a donné pour sa sœur. Ce week-end, c'est Pâques. Le Secours populaire n'oublie pas les plus démunis et leur a donc proposé une chasse à l'œuf solidaire. Enfin, ils sont en finale du mondial. L'équipe de France de foot s'est qualifiée hier soir. Rencontre à la fin de ce journal. Et justement, l'équipe de France se trouve juste derrière nous en plein entraînement, juste après sa qualification donc d'hier soir. Vous l'avez donc compris, nous sommes au cœur du mondial football Montaigu, puisque depuis mardi et jusqu'à lundi, la Vendée est devenue la capitale du ballon rond. En effet, Montaigu et 6 autres communes accueillent le Challenge des Nations, mais également le Challenge des clubs. Alors ce sont deux compétitions totalement distinctes. L'une concerne 8 équipes internationales, dont la France bien sûr, mais également le Brésil, le Mexique ou encore la Côte d'Ivoire. Et puis l'autre rendez-vous, c'est donc le Challenge des clubs avec 8 équipes françaises. Le président nous rejoindra d'ailleurs tout à l'heure pour en parler. Avant ça, on va revenir sur les autres actualités de ce vendredi, puisque c'est en ce moment la semaine de la mobilisation pour le don de moelle osseuse. Rappelons que ce don permet de guérir les maladies graves du sang. Par exemple, chez les jeunes, c'est souvent la leucémie, mais les donneurs restent peu nombreux. On va dans ce journal rencontrer deux jeunes. Antoine, lui, a bénéficié d'une greffe. Jean-Baptiste, quant à lui, a donné pour sa sœur. Portrait signé Alix Lanos. En 2010, Antoine déclare une leucémie. Il a 7 ans et même s'il ne comprend pas tout ce qui lui arrive, il saisit bien la gravité de la situation. Je me suis rendu compte que c'était grave puisque avec tous les médicaments puis le temps que j'ai passé à l'hôpital, je pensais que c'était plutôt grave quand même. Antoine ne répond pas au traitement. La seule chance désormais, c'est la greffe de moelle osseuse qui produit l'ensemble des cellules sanguines indispensables à la vie. Cette transplantation de moelle nécessite évidemment un donneur. Il peut être de la même famille si l'on trouve quelqu'un de compatible ou anonyme, enregistré sur un registre et prêt à être appelé à tout moment pour un prélèvement. Allez, vas-y. On l'attend dans la minute. Et on n'attend pas du tout qu'on nous dise « écoutez, je suis désolé, on n'a personne sur le registre ». Personne en France, personne en Europe. Ça faisait déjà 3 mois qu'on était dans cet enfer. C'est une étape supplémentaire où on se dit mais on ne s'en sortira jamais. En juillet dernier, Jean-Baptiste a fait don de sa moelle osseuse à sa sœur. Un geste normal pour lui. 4 heures cruciales qui ont permis de lui sauver la vie. On a deux perfusions. Une qui absorbe le sang et l'autre qui le remet. Une grosse machine à notre gauche. Et le sang passe dedans, il est filtré et on nous le réinjecte. J'ai pas eu mal, j'ai pas souffert, ça m'a rien coûté, ça m'a rien fait, donc du coup, je vois pas pourquoi on le ferait pas. Pas de donneur compatible enregistré, c'est finalement un don de sang de cordon ombilical qui a permis de greffer Antoine plusieurs mois après le début de sa maladie. Aujourd'hui, il a 12 ans et il est en pleine forme. Il sait que c'est ce don qui lui a sauvé la vie. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance de guérir et puis c'est un mauvais moment qui est passé. Maintenant, on passe à autre chose. Chaque année en France, environ 2000 malades ont besoin d'une greffe. Le don de moelle osseuse permet en effet de traiter 80% des maladies graves du sang. La probabilité de trouver un donneur compatible en dehors de la fratrie est de 1 sur 1 million. Alors chaque nouvelle inscription est une victoire et un espoir de guérison supplémentaire pour les malades. Plus légèrement, nous sommes toujours au Mondial Football Montaigu et nous allons nous rendre à présent à Saint-Gilles-Croix-de-Vie puisque depuis plusieurs semaines, les défenseurs des océans et les marins pêcheurs travaillent main dans la main. En effet, après un début difficile, ils ont décidé ensemble de sensibiliser les jeunes à leurs univers. Reportage de Samuel Grasset.
Au total, ce sont près de 400 enfants des écoles de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui ont été sensibilisés ces dernières semaines. Sensibilisés en 2 étapes sur 2 bateaux pour 2 visions a priori opposées de la mer. Celle d'abord militante de Jean-Yves Terlin et de Sea Shepherd. L'ONG parcourt les mers du monde pour poursuivre certains bateaux et dénoncer certaines pratiques. Les îles Féroé, c'est les petites îles qui sont loin dans le nord, là au-dessus de l'Écosse, avant l'Islande. Et là-bas, ils continuent à faire cette pêche horrible qui consiste à rabattre les globicéphales qui sont toujours en famille. Ils leur plantent un gros crochet comme ça. Jean-Yves Terlin dénonce aussi la surpêche qui a décimé les ressources de poissons. La pêche côtière est vraiment fondamentale pour préserver les espèces. Le problème, c'est les gros navires, le gros chalutage qui écume toutes les mers. Et quand il n'y a plus de poissons là où ils ont l'habitude de pêcher, ils se déplacent. Et chaque pays, chaque nation a une flotte de pêche extrêmement destructrice. Il faut que la pêche côtière perdure. Une pêche côtière pratiquée justement par les marins de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La profession dit comprendre le discours de Jean-Yves Terlin contre les pratiques de pêche illégale et rappelle que le long des côtes françaises, l'Europe impose des quotas et des techniques de pêche pour continuer à nourrir la population. On a quelquefois et même souvent des contraintes qui sont nationales. Donc on a une adaptation, on a perdu beaucoup de navires, beaucoup de marins, mais on a quand même cette adaptation et le milieu naturel, on le sauvegarde nous-mêmes, hein, on fait très attention au milieu naturel, on sait qu'on fait de la cueillette et donc on sauvegarde ce milieu naturel et je peux vous assurer qu'il y a un avenir dans le métier pour pêcher des poissons. Le syndicat de marins-pêcheurs a d'ailleurs prévu de continuer à sensibiliser les scolaires. Le Columbus doit lui encore rester quelques semaines à Port-la-Vie. Sea Shepherd prévoit de nouvelles actions en mer cet été. Depuis le début de ce journal, nous sommes au Mondial Football Montaigu, puisque depuis mardi, les matchs se succèdent. Et lundi, ce sera d'ailleurs la finale qui se déroulera juste derrière moi, sur ce terrain, à Montaigu. Avant ça, c'est toute la Vendée qui est devenue la capitale du ballon rond, puisque 6 autres villes accueillent les différents matchs. Il y a La Roche-sur-Yon, la Motte-à-Char, ou encore Saint-Jean-de-Mont, ou la Bruffière, Boufféré et la Guyonnière. Et à chaque fois, ce sont des centaines de bénévoles qui sont réquisitionnés. Et cette année, ils sont encore plus de 500. Aurélia Horner en a retrouvé quelques-uns sur le terrain, bien sûr. Cela fait bientôt 25 ans que Jean-François est bénévole au Mondial Football de Montaigu. À 16 ans, il commence en tant qu'accompagnateur d'équipe. Aujourd'hui, il est devenu responsable des bars. Je travaille du côté de Vannes, donc je viens maintenant exclusivement pour le Mondial. J'en profite et ça me permet de retrouver tout le monde, tous les copains. Pendant cette date-là. J'ai joué au foot de Montaigu depuis, j'avais l'âge de 7 ans, 6 ans, 7 ans. Et du coup, ça me paraissait logique, naturel de continuer à faire ça. Avec les copains, on suivait toutes les équipes, c'était notre week-end de fête. Et puis de fil en aiguille, on continue. Mais avant de faire la fête, place au travail. Et ce matin, c'est montage du bar de vin fin pour l'équipe de Jean-François. Comme lui, de nombreux bénévoles reviennent tous les ans depuis de nombreuses années. Je suis bénévole moi aussi depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que je prends une semaine de vacances pour le mondial. L'amour du football d'abord et ensuite surtout l'amour du club. J'aime le foot déjà pour commencer. Puis bon, on a une bonne ambiance. Hein. Parce que là, on se connaît tous depuis très longtemps, donc il n'y a pas de souci. 500 bénévoles environ sur les 3 sites. Parmi eux, très peu de femmes. Peut-être parce que le foot reste un monde d'hommes. Heureusement, il y a Gaël, bénévole depuis 7 ans. C'est son fils, footballeur au club de Montaigu, qui l'a incité à venir, alors que l'on cherchait du monde à l'accueil. Aujourd'hui, toujours bénévole, elle a changé de poste. Je donne un coup de main à la compta, je vends les DVD et de temps en temps, je donne un coup de main pour vendre les jetons. Les stands, l'accueil, la billetterie, la réception des partenaires ou encore le secrétariat. Sans le travail des bénévoles, le Mondial de Montaigu ne serait sans doute pas ce qu'il est aujourd'hui. Le bénévolat, ici, une histoire de famille et de copains. Et surtout, une belle occasion de se retrouver pour un moment de convivialité. Au Mondial, il faudrait presque une semaine pour se reposer. Oui. Ce vendredi marque le début du week-end de Pâques et les terrains du Mondial auraient été parfaits pour cacher les chocolats. Mais quel que soit l'endroit, vous serez certainement nombreux à participer à la chasse au traditionnel chocolat. Et certaines chasses ont d'ailleurs débuté grâce notamment au Secours populaire. Annelise Vinet a d'ailleurs retrouvé des jeunes chercheurs dans les broussailles de Chantonnay. Comme de nombreux enfants, Hugo et Lucille, 4 ans et demi, cherchent les œufs. C'est leur grand-mère Monique qui les accompagne. Pour les jumeaux, cet après-midi est exceptionnel.
Ils n'ont pas trop l'occasion de sortir, alors bon, ça leur fait plaisir. Chasse aux œufs, pêche à la ligne et stand de maquillage, des activités organisées par le Secours populaire qui ont réjoui les plus grands comme les plus petits pour une participation de 2 €. C'est d'une part pour que les enfants aient une occupation, sortent de chez eux, mais c'est aussi, on leur apprend à faire un geste de solidarité, c'est-à-dire que les petites contributions qu'ils donnent, ça va nous servir pour financer des projets de solidarité internationale. Une chasse aux œufs solidaire appréciée par les enfants, mais aussi les parents. On rencontre plein de gens, voilà, c'est bien, on passe un bon moment. Et si ça peut aider des personnes en difficulté, moi, il n'y a pas de problème. J'aurais été dans leur cas, j'aurais été contente qu'on m'aide aussi, quoi. Bénéficiaire depuis 2 ans, Monique est aussi devenue bénévole, un engagement qu'elle prend très à cœur. C'est au fond de soi, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que c'est important de les aider. Pour moi, ça me fait chaud au cœur d'aider des gens qui en ont besoin. Au total, 129 enfants ont participé à la chasse, un véritable succès pour cette opération de solidarité. Nous sommes toujours sur la pelouse du Mondial Football Montaigu et nous allons rejoindre le président de l'événement. Bonjour Michel Allemand. Bonjour. Alors finalement, on ne pouvait pas évoquer cette 43e édition sans parler de la présence du Brésil. Mais finalement, pourquoi est-ce si important d'avoir le Brésil ? On dit toujours qu'au Brésil, leur première religion, c'est la religion catholique et leur deuxième, c'est le football. Hein. C'est vrai que pour le monde entier, quand on parle football, on parle Brésil. Alors donc pour nous, c'est très intéressant, c'est motivant pour les spectateurs. Ils sont venus 3 années. Hein. Ça faisait depuis 1998 qu'ils ne sont pas venus. Ouais. Donc on était très contents. On est très contents de les avoir avec nous. On les attendait. Voilà, on les attendait. Bon, alors si on fait un petit peu d'histoire, il y a 43 ans, quelqu'un a eu l'idée folle de créer un mondial à Montaigu et finalement cette idée folle est devenue le rendez-vous incontournable. Alors comment on passe d'une idée folle à un rendez-vous incontournable ? Oui, l'idée folle, c'est André Van den Brink qui l'a eu en 1973 avec toute une équipe des dirigeants du FC Montaigu. Et puis, il a fallu au fil des années, je dirais, se rendre compte de certaines évidences, notamment, je vais citer un exemple, les joueurs étaient logés au collège juste à côté, après dans un village de vacances, maintenant ils sont passés en hôtel, on s'est adapté, on a changé de catégorie. Le premier tournoi c'était samedi après-midi, dimanche et lundi, et là on commence mardi. Vous voyez, presque une semaine, oui. On a cette chance-là que le public a toujours suivi, tout est réuni, mais c'est vrai, quand on voit mardi soir qu'il y avait 1500 personnes à Montaigu, jeudi soir plus de 2000 personnes, on est très content. Ouais. Alors, malgré cette reconnaissance, malgré le fait que il y a les grandes équipes qui participent, comment fait-on pour garder finalement la simple passion du ballon rond, loin peut-être des joueurs de Ligue 1 ? Parce que les sélections nationales, ce sont des sélections nationales de 16 ans et c'est leur première cap que je veux dire. Ils font partie de clubs formateurs, mais ils n'ont jamais porté de maillot de l'équipe dans la saison avant, je veux dire, ou 2 ou 3 fois ou 4-5 fois. Donc c'est encore nature, quoi. Hein. Et en plus, suivant l'encadrement, où de plus en plus on s'aperçoit quand même que les gens les dirigent bien, les gèrent bien. Moi j'ai connu des époques où, excusez-moi de dire ça, mais ils arrivaient tous avec leur casque et compagnie. Tandis que là, ça a bien changé aussi. Et tant mieux, ça change dans le bon sens. Ouais, effectivement. Ouais. Allez, dernière question. On parle beaucoup évidemment du challenge des nations, mais il y a aussi le challenge des clubs. Est-ce que finalement, à un autre niveau évidemment, mais est-ce que pour les clubs français, venir à Montaigu, c'est aussi important que les équipes internationales pour le mondial ? Oui, certainement. C'est vrai que ça peut paraître un décalage dans la mesure où le tournoi des nations dure 6 jours. Le tournoi des clubs, c'est 3 jours et demi. Mais pour les joueurs des clubs, c'est hyper important. Je cite souvent des clubs, quand ils savent qu'ils viennent à Montaigu, que leurs joueurs savent qu'ils viennent à Montaigu, même s'ils ont un objectif de championnat de France, forcément, ils jouent devant 1000 personnes ou 2000 personnes, alors que quand ils font un match le dimanche matin ou le samedi après-midi, il y a 52 spectateurs. Donc forcément, la motivation est là. Voilà, c'est différent. Merci Michel Allemand. Vous allez rester encore quelques instants avec nous, puisqu'évidemment, on ne pouvait pas se quitter sans parler de l'équipe de France. Elle vient de se qualifier pour la finale, lundi prochain. Forcément, on était sur le bord du terrain hier soir lors de la qualification. Reportage d'Aurélien Huard.
C'est grâce à ce but du Toulousain Loïc Bessil que la France a assuré la première place de son groupe et sa qualification pour la finale. Après une victoire face au Maroc 3-0, les Bleuets ont battu la Belgique 1-0. Un bon début de tournoi pour ces joueurs qui pour la plupart se connaissent peu. En effet, une dizaine de joueurs habituellement sélectionnés ne l'ont pas été cette fois. Le sélectionneur Laurent Guyot souhaitait voir de nouvelles têtes à Montaigu. Je pense qu'il y en a quelques-uns dans ce groupe-là qui vont pouvoir s'intégrer, on va dire, dans le groupe 1 dès le mois de mai pour le match contre l'Allemagne et puis avec un tournoi au Japon, sachant qu'on sera toujours qu'à la fin de la première année de centre de formation pour eux et que le chemin avant de passer en pro, ce qui reste le principal, est encore très 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 long. Le tournoi de Montaigu est forcément une compétition particulière pour les Français. Ils sont très attendus par le public. Tournoi particulier également pour Laurent Guyot. L'ancien défenseur du FC Nantes l'a vécu à 2 reprises en tant que joueur et ses parents ont résidé tout près d'ici, à la Guyonnière. Montaigu, c'est une histoire, c'est 43 ans, donc forcément tout le monde est content d'être là. Pour les joueurs, c'est toujours super. C'est un peu particulier pour moi d'être là aujourd'hui avec la sélection et d'être coach. Voilà, je ne l'avais pas fait encore comme coach, même avec Nantes. En tout cas, c'est une grande fierté, un grand honneur d'être là. L'équipe de France tentera lundi de remporter ce tournoi qu'elle n'a plus gagné depuis 2006. Ce sera soit face à la Côte d'Ivoire, soit face à l'Angleterre. Il pourrait donc y avoir une revanche de la finale 2011 remportée au tir au but par les Anglais face à la France. Le prochain match des Français et des autres équipes se tiendra donc samedi. Suivront ensuite les demi-finales dimanche. Et puis lundi, ce sera donc la finale des nations avec la France et la finale des clubs. Et vous pourrez suivre ces matchs en direct sur TV Vendée puisque notre équipe de journalistes sportifs commentera en direct avec Éric Bourget, le coach de La Roche Vendée Football. Rendez-vous donc lundi sur TV Vendée à partir de 15h. Merci à vous de nous avoir suivis jusque sur le terrain. On se retrouve mardi, mais en studio cette fois. D'ici là, très bon week-end à tous.